point d'être publié, donc, et qui est très d'actualité avec la fameuse affaire de Camille Kouchner. Donc, parce que bon, je vais vous parler de la transmission intergénérationnelle de l'abus sexuel chez l'homme. Alors, je reviendrai dessus. La plupart de mes sujets, justement, ont affaire avec l'inceste, mais c'est pas le cas de tous, donc j'ai pas mis ça dans le titre. Bien, donc déjà un point sur l'abus sexuel et la psychopathologie. Bon, sans grande surprise, le fait d'être victime d'abus sexuels pendant l'enfance prédispose à de nombreuses psychopathologies. Bon, Kutajar en a recensé quelques-unes, comme les troubles de l'humeur, troubles du stress post-traumatique, troubles anxieux, addiction, tendance suicidaire. Il s'agit d'un problème mondial, bien sûr, l'abus sexuel sur mineurs. Il y a une méta-analyse qui date de 2011 qui estime le taux de victimes à 12% quand même, donc des chiffres assez alarmants. Dans un tiers des cas, il s'agirait d'abus intrafamiliaux, donc d'inceste. Et puis, ça concerne 18%. Dans 18% des cas, il s'agit de filles et 6,7% des garçons. Sachant que ces chiffres sont probablement sous-estimés parce que, bien sûr, comme on le sait, excusez-moi, je suis désolée, j'ai oublié de couper mon portable. Comme, excusez-moi, du coup, j'en perds mes moyens. C'est quoi, ça me fout? Pardon? On m'a parlé? Non. Oui, donc voilà. Donc voilà, c'est un problème mondial. Je coupe mon portable. Hop, voilà, comme ça, je serai tranquille. Voilà, donc c'est un problème mondial. On parle beaucoup justement de la prise en charge des victimes, qui est évidemment essentielle, mais ce qui serait encore mieux, c'est que ce type d'événement n'existe pas. Donc il y a quand même une urgence de la mise en place de mesures préventives pour essayer d'empêcher que l'abus sexuel ait lieu et se reproduise de génération en génération. Donc, une de ces mesures préventives peut être bien sûr de réduire la transmission intergénérationnelle de l'abus sexuel. Alors évidemment, c'est pas parce qu'on a été abusé qu'on va forcément abuser soi-même, mais il faut quand même reconnaître, enfin, il y a quand même des études qui montrent que quand on a été abusé soi-même, le risque de soi-même abuser est accru, et en particulier quand on est victime d'inceste. Bon, et ça concerne probablement surtout les victimes masculines, sachant qu'on estime à 94% des cas d'abus sexuels sur mineurs qui sont perpétrés par des hommes. Donc ce serait surtout, je pense que l'urgence consiste vraiment à se focaliser sur les victimes masculines. Alors ce qui veut pas dire qu'il faut délaisser les victimes féminines, bien sûr, mais en termes de mesures préventives, peut-être s'intéresser davantage aux victimes masculines qui, comme je disais, sont difficiles à trouver parce que déjà, d'une manière générale, être victime d'abus sexuels, ce n'est pas quelque chose qui est facile à évoquer, et en particulier, ça semble être d'autant plus le cas chez les garçons. Bon, étonnamment, il n'y a eu aucune recherche sur la transmission intergénérationnelle de l'abus sexuel, donc que ce soit chez les victimes filles ou garçons, et a fortiori donc chez les victimes masculines. Donc, du coup, cette recherche, elle porte justement sur le rôle que peut jouer l'attachement dans cette transmission. Donc, bon, il y a une étude récente qui montre que l'abus sexuel a un effet sur l'attachement. Alors, on savait déjà que l'attachement désorganisé en particulier était très lié à l'expérience de maltraitance, mais ce n'était pas spécialement focalisé sur l'abus sexuel. Alors, qu'est-ce qui se joue justement dans ce problème où l'abus sexuel vient vraiment perturber l'attachement qui se met en place? Bon, le problème, c'est que bon, ça a été déjà évoqué par Susanna tout à l'heure, mais dans la relation d'attachement,
Il y a vraiment beaucoup de compétences interpersonnelles qui se développent grâce à cette relation. Parmi quelques-unes, il y a le décryptage de signaux sociaux, l'image de soi comme étant capable de recevoir de l'amour, d'être aimé. C'est aussi, à travers cette relation que l'enfant va développer, son empathie, sa reconnaissance des émotions, la compréhension des émotions et leur régulation également. Sachant que ces dernières compétences vont être essentielles justement pour être sensible à ce que vivent les autres, à ce qu'on vit soi-même et aussi à ce que vivent les autres. Et du coup, ça peut être un puissant inhibiteur de comportements d'agression ou d'abus. Donc quand ces fonctions-là n'ont pas pu se développer correctement du fait d'une relation, d'attachement, insécure ou désorganisée, et a fortiori quand il y a un abus sexuel qui vient vraiment tout perturber, voilà, ça peut aussi, les répercussions sur l'attachement vont avoir des répercussions sur les compétences sociales de la victime et de sa capacité justement à traiter toutes ces informations émotionnelles chez soi et chez l'autre. Bon donc l'abus sexuel, prédispose à un attachement insécure, désorganisé. Et on sait par ailleurs que, ce type d'attachement, augmente le risque d'agression et de dysrégulation émotionnelle. Donc Blaise l'a amplement, développé tout à l'heure, la question de la dysrégulation émotionnelle et ces 2 facteurs, l'agression et la dysrégulation, eux aussi, augmentent le risque d'abus. Donc on voit que vraiment il y a plusieurs facteurs qui sont vraiment entremêlés avec l'attachement, qui viennent, précipiter ou en tout cas, favoriser la survenue d'un abus, nouveau. Alors, on sait que les abuseurs sexuels sont, la plupart du temps insécures et en particulier les abuseurs intrafamiliaux. On ne sait pas encore, il n'y a pas eu de recherche parce qu'en fait toutes les recherches qui ont été réalisées, portaient sur des autoquestionnaires. Les autoquestionnaires ne permettent pas vraiment de mesurer l'attachement désorganisé, donc on ne sait toujours pas ce qu'il en est de leur attachement en la matière. Hem, on ne sait pas non plus ce qu'il en est des abuseurs, sexuels insécures si eux-mêmes ont été victimes, parce qu'on étudie souvent les abuseurs, mais sans savoir si eux-mêmes ont été victimes ou pas. Donc finalement, on sait assez peu de choses sur cette transmission intergénérationnelle, même si, c'est assez, commun enfin, c'est quand même une connaissance que beaucoup de gens ont, de savoir que c'est un facteur de risque. Donc, tous ces facteurs font qu'on peut se demander dans quelle mesure l'attachement n'est pas un facteur de transmission intergénérationnelle, donc facteur, bon, qui peut être protecteur en cas d'attachement sécure ou, à l'inverse, un facteur précipitant, facteur de risque. Donc, alors oui, donc quand on parle d'attachement, souvent on se dit: «Bon, lui, il est sécure» ou «Elle est évitante» ou je ne sais quoi. Là, justement, dans la question de l'abus sexuel, le schéma, classique quand c'est, à l'intérieur de la famille, c'est que, un parent peut être, abuseur, l'autre parent peut soit, enfin je caricature, je schématise, soit être, protecteur, c'est-à-dire en faire en sorte que l'abus cesse et du coup limiter les conséquences et la pérennisation de l'abus ou, le excusez-moi, ça sonne à la porte, ça me déconcentre. C'est pas avantageux de travailler chez soi. Donc voilà. Donc ce qui fait que en fait, il y a pas un attachement unique, il y en a plusieurs et on peut se demander justement ces différentes relations, comment elles se combinent entre elles? Est-ce que justement, il va se passer la même chose quand on a été abusé, mais que l'autre parent nous a protégés et quand on a été abusé, mais qu'on n'a pas été protégé par l'autre parent? On peut se douter que, l'issue ne sera pas du tout la même dans les 2 cas. Donc, du coup, j'ai regardé, si l'attachement à différentes personnes, différentes figures d'attachement clés, alors c'était chez des adultes,
s'il y avait un lien avec, le fait d'être, soi-même abuseur. Donc, les liens directs entre l'attachement à chaque parent et l'attachement à la conjointe. L'attachement à la conjointe peut être un modérateur, c'est-à-dire qu'il peut selon que la si la relation est bonne, là j'ai parlé de l'autre parent, mais ça peut aussi être vrai, de la conjointe. Si l'attachement à la conjointe est de bonne qualité, est-ce que ça limite finalement les effets négatifs, de l'attachement aux parents biologiques quand celui-ci, n'a pas été optimal? Ou est-ce que ça voilà, est-ce que ça joue sur le lien, sur les effets que ces attachements d'origine ont sur le risque d'abus. Hem, il y a aussi la question de est-ce que l'attachement amoureux, l'attachement à la partenaire amoureuse, peut constituer un médiateur? Parce que bon, il y a aussi cette idée que, quand qu'on ne choisit pas un conjoint par hasard, que ça a un rapport avec, ses attachements, précoces et que, on peut là aussi être dans la reproduction d'un schéma. Donc, voilà, c'était pour voir aussi dans quelle mesure est-ce que l'attachement à la conjointe rappel en quelque sorte est analogue à celui, aux parents biologiques et du coup, est-ce que ça va aussi conditionner, le risque d'abus? Donc, voilà, quel est le rôle finalement du conjoint, de la conjointe en l'occurrence, dans ce phénomène? Donc on arrive à un modèle de médiation-modération un peu compliqué, donc que j'ai essayé de présenter de façon un peu, séquentielle, décortiquée. Heu, bon, j'ai ajouté aussi bien sûr le lien direct, heu, oui, dont j'ai quand même parlé, entre l'attachement à la conjointe et l'abus. Alors, concernant la méthode, donc on avait au final 27 hommes, abusés sexuellement et 32 hommes abusés et abuseurs. Donc, bon, ça a été assez compliqué à recruter en particulier les victimes, mais non a priori abuseurs. Donc, il y en a un certain nombre qui sont issus de la protection de l'enfance. On voit qu'on est arrivé à partir de 77 participants, on a pu en garder que 15, parce que sachant qu'il y avait une grosse proportion de femmes. Et puis, à travers une association de victimes d'abus sexuels, on a aussi réussi à récupérer 12 hommes et puis on a recruté les abuseurs, donc condamnés pour ça, au sein d'une prison. Donc sachant que l'âge des participants, variait de 18 à 59 ans, donc était assez, il y avait un éventail d'âge assez large avec une moyenne à 31 ans. Alors, on a utilisé, le CKQ pour évaluer alors bon, le CKQ mesure des expériences de maltraitance, plus largement. Bon, dans le cadre de cette étude, on s'est surtout intéressé à l'abus sexuel. Donc ça nous a permis, parmi les détenus, de sélectionner ceux qui avaient, subi un abus sexuel. Sachant que, voilà, c'était pas, donc ça, c'est le problème des auto-questionnaires, c'est que bon, c'est en fonction de ce qu'ils veulent bien rapporter, pour autant qu'eux-mêmes, se l'avouent et puis, a fortiori, l'avouent à quelqu'un d'autre à travers le questionnaire. On a aussi utilisé, l'AMI qui permet, d'évaluer l'attachement de façon continue, donc un peu comme, les questionnaires dont parlait, Blaise. C'est-à-dire, on n'est pas soit sécure, soit évitant, on est un peu de tout, à la fois, mais à des degrés divers. Donc, sécurité, inhibition, c'est-à-dire inhibition du système d'attachement, ça revient au même que l'évitement, hyperactivation du système d'attachement et désorganisation. Et donc, ça permet de mesurer, spécifiquement l'attachement à la mère, au père et à la conjointe. Bon, alors, dans les résultats, ce qu'on voit, c'est que, donc là, c'est vraiment juste des comparaisons entre les abuseurs et les non-abuseurs, sachant que tous donc ont été abusés eux-mêmes. Voilà, et ce qu'on voit, c'est que, si on regarde rapidement, ce qui distingue les abuseurs des non-abuseurs, quelle que soit la relation, c'est qu'à chaque fois, ils sont, désorganisés et parfois la désorganisation, on le verra juste après, elle s'explique différemment selon par contre le type de relation
Et on voit aussi que ce qui les distingue, c'est le niveau de sécurité. Alors pas à la mère, curieusement, on aurait pu croire justement que c'est ça qui fait la différence, mais en fait, c'est surtout l'attachement au père et à la conjointe qui discrimine finalement les 2 groupes. Alors les résultats, bon, j'arrive à un schéma un peu compliqué. Ce qu'il faut regarder, c'est surtout les flèches, en ligne continue. Donc on voit, je vous ai parlé du rôle médiateur de l'attachement à la conjointe, c'est-à-dire que, la conjointe serait un peu à l'image de l'attachement aux parents. Donc là, ça se retrouve, c'est-à-dire qu'on voit bien que l'attachement à la conjointe, finalement, il est assez proche, il est très corrélé à l'attachement au père. Et que ça, du coup, ça a une incidence, sur le risque de soi-même abuser, ses enfants. Et puis, l'attachement à la mère, par contre, c'est plus compliqué parce qu'en fait, ce qu'on observe, c'est une interaction entre l'attachement à la conjointe et l'attachement à la mère, donc c'est un peu compliqué à comprendre, mais en gros, l'idée, c'est que, si l'attachement à la mère, est mauvais et que, l'attachement à la conjointe l'est également, le risque d'abus est augmenté. En revanche, si l'attachement à la mère est mauvais, mais que l'attachement à la conjointe est bon, ce risque disparaît, un peu comme ce que Blaise disait tout à l'heure, par rapport à ses données à lui. Et inversement, pour, l'attachement à la conjointe, si l'attachement à la conjointe est mauvais, mais que l'attachement à la mère est bon, l'effet négatif de l'attachement à la conjointe disparaît. Donc en gros, qu'il y a un effet, protecteur finalement de chacune de ces relations, l'une sur l'autre, qui diminue le risque, associé. Bon, on a vu qu'on avait quand même un éventail d'âge assez large, on a contrôlé l'âge qui avait d'ailleurs aussi un effet, mais voilà, qui est assez logique parce que chez un abuseur, évidemment, que plus il vieillit, plus le risque d'abus augmente. Donc ça s'explique de façon purement mathématique, d'autant plus que le groupe, d'abuseurs était plus âgé que le groupe, de non-abuseurs. Donc bon, après, on ne sait pas, trop si l'âge, au-delà de ces facteurs mathématiques, joue un rôle. Mais en tout cas, les effets qu'on trouve par ailleurs, se trouvent malgré l'effet de l'âge qu'on trouve. Je ne sais pas si je suis très claire. Bref, pour la discussion donc, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une généralisation de la désorganisation. C'est-à-dire que les abuseurs, ils sont désorganisés avec tout le monde. Donc ça corrobore, ce qu'on a trouvé chez les enfants. Par exemple, on a pu s'apercevoir que les enfants abusés sexuellement qui étaient désorganisés avaient un risque accru de présenter des troubles du comportement. Bon, Blaise aussi vient de nous présenter des données qui vont un petit peu dans le même sens par rapport à la psychopathologie chez des adultes. Donc on voit que la désorganisation, ça joue vraiment un rôle sur le devenir des personnes abusées. Et donc du coup, sur un plan thérapeutique, donc là, la désorganisation, je précise que dans l'AMI, c'est, quand, la personne, parle de sa relation, de manière, avec 2 stratégies d'attachement, différentes à la fois. C'est-à-dire que, à la fois, elle a l'air évitante vis-à-vis de son partenaire, à la fois, elle a l'air, au contraire de rechercher de l'attachement. Donc il y a un mélange, peu harmonieux de différentes stratégies d'attachement qui justifient le score de désorganisation. Donc voilà, donc du coup, c'est comme si la personne finalement, elle ne savait pas trop comment se comporter pour que ses besoins d'attachement soient entendus et perçus par l'autre. Par moments, elle peut opter pour une stratégie évitante, par d'autres moments, au contraire, elle va, être dans la revendication. Donc voilà, du coup, c'est pas quelque chose de stabilisé sur, comment faire pour interpeller l'autre, pour, qu'il réponde à mes besoins d'attachement. Alors du coup, les chiffres qu'on trouve nous permettent quand même de déterminer des champs d'action justement en matière, de thérapie. Ça permet de voir, qu'est-ce qui distingue ceux qui répètent de ceux qui ne répètent pas.
Et ce qu'on voit donc bon, je vous l'ai dit, la désorganisation, ça c'est quelque chose qui les caractérise, mais elle n'est pas toujours due à la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, sur le plan de l'inhibition vis-à-vis de la mère, donc les abuseurs ne sont pas différents des non-abuseurs concernant l'évitement. Tous les 2 groupes évitent pas mal leur mère. Sauf que, les abusés non abuseurs évitent de façon efficace, c'est-à-dire que c'est une stratégie d'attachement organisée. Voilà, ils ont appris à prendre leur distance avec leur mère et voilà, du coup, on voit que peut-être ça minimise le risque de soi-même répéter l'abus. En tout cas, ils arrivent, à avoir une stratégie fonctionnelle. Tandis que nos abuseurs, eux, à l'inverse, ils inhibent tout autant, mais en même temps, ils hyperactivent. C'est-à-dire que c'est comme s'ils étaient vraiment, partagés sur la manière d'être vis-à-vis de leur mère. C'est-à-dire qu'à la fois, ils cherchent à l'éviter et en même temps, ils sont quand même, obnubilés par elle et on voit que du coup, c'est ça qui rend compte de leur désorganisation. C'est la même chose pour le père, avec qui ils sont plus insécures. Bon, voilà. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est par rapport à la conjointe. Donc, par rapport à la conjointe, à l'inverse, ils se montrent plus évitants que les non-abuseurs, ce qui peut expliquer aussi pourquoi ils sont très insécures. On peut relever quand même que le niveau d'insécurité est beaucoup plus important dans ce groupe que dans le groupe, non abuseur. Donc, peut-être que ces personnes, vis-à-vis de leur conjointe, ont tendance à trop se montrer trop évitantes, ce qui fait que peut-être, du coup, dans le cadre du couple, ça ne permet pas, au partenaire de répondre de façon, sécurisante à ses besoins. Voilà et donc du coup, on voit que selon le type de relation, c'est peut-être pas les mêmes, champs d'action, pour aider la personne à avoir une stratégie plus organisée. C'est-à-dire que, peut-être que, si on veut qu'il ressemble davantage aux personnes qui ne répètent pas, il faut aider, les victimes à finalement, plus se distancer et avoir une stratégie d'évitement plus fonctionnelle. Autre champ d'action, on voit que, quand même c'est seulement l'attachement à la conjointe qui a un lien direct avec, la commission de l'abus. Donc, il semblerait quand même que la relation à l'âge adulte, alors bien sûr, plus l'intervention est précoce, mieux ce sera, mais on voit qu'à l'âge adulte, il y a peut-être encore moyen de faire quelque chose dans la mesure où l'attachement à la conjointe joue quand même un rôle encore important. Donc, si on aidait les victimes d'abus avant, qu'elles abusent elles-mêmes à, établir des relations, de couple satisfaisantes, peut-être que ça limiterait davantage le risque d'une répétition. Alors bien sûr, cette recherche, a des limites, mais ça donne aussi, des pistes par rapport à des nouvelles recherches. Alors bon, il y avait probablement un biais de recrutement dans la mesure où la moitié de nos sujets abusés, non abuseurs étaient placés. Donc ce qui peut expliquer parce que quand on est placé, c'est que les 2 parents, sont jugés, inaptes. Donc du coup, par définition, en principe, la mère n'était pas protectrice. Donc ça peut expliquer pourquoi on avait peu de résultats sur, l'effet de la mère directement sur l'abus. Bon aussi, certains ont vécu dans une famille d'accueil, donc ça peut aussi changer la donne. Il y a l'effet de la prison, le fait d'être en prison, vraisemblablement, ça complique les relations, ça influence la manière dont on se les représente, donc ça a pu aussi, jouer un rôle sur, la différence qu'on a trouvée entre les 2 groupes. Bon, il y a la difficulté à vraiment, inclure, un maximum de personnes abusées. Donc comme ça a été autodéclaré, pour ce qui est des abuseurs, peut-être on est passé à côté de certains sujets. Bon, comme c'était une étude transversale, alors le modèle statistique, nous permet de valider un modèle, avec des directions des faits, mais ça reste quand même du transversal, donc il faut quand même être prudent par rapport à l'interprétation. Et puis,
on n'a pas pu, bon, c'était une première étape, mais on n'a pas mesuré les circonstances de l'abus, justement, s'il y avait une personne protectrice qui a pu, alors bon, on a quand même vu, pour les 2 parents ce qu'il en était, donc ça donne un petit aperçu, mais voilà, on n'en sait pas davantage. On ne sait pas non plus qui était l'abuseur parce qu'évidemment, on peut supposer que si c'était justement le père qui était l'abuseur, l'effet ne sera peut-être pas le même. Mais bon, dans la majorité des cas, c'était le cas, mais pas tous. Et puis, la sévérité de l'abus n'a pas non plus été contrôlée, donc voilà, on peut imaginer aussi que les effets ne seront peut-être pas les mêmes quand il s'agit d'un abus, chronique, versus un abus, unique. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, parce que là, j'ai dû présenter ça rapidement, c'est un article qui va bientôt paraître, dans Child Abuse and Neglect. Voilà. Je vous remercie de votre attention.